le 23 juillet 1944. Saint-Lô, Normandie, France. Le nid de mitrailleuses était silencieux depuis 3 heures, depuis que la position allemande était tombée aux mains de la 2e division d'infanterie en avance. Le sergent technique William Harrison, un armurier de 24 ans originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, s'approcha de l'emplacement abandonné avec une curiosité professionnelle plutôt qu'avec prudence. Les corps avaient été évacués, la position sécurisée. Harrison était venu examiner l'arme qui avait tué 11 Américains ce matin-là, avant qu'un obus de 76 mm d'un chasseur de chars ne la réduise au silence pour toujours. La MG-42 gisait partiellement enfouie dans des sacs de sable. Son carénage de canon distinctif était reconnaissable même couvert de poussière et de débris. Harrison avait entendu parler de cette arme par des soldats qui avaient survécu à une rencontre avec elle. Il l'appelait la scie circulaire de Hitler à cause du bruit qu'elle faisait. Certains la surnommaient le déchiqueteur. D'autres l'appelaient simplement cette fichue mitrailleuse allemande. Sa réputation était terrifiante, 1200 coups par minute, un son si distinct que les soldats expérimentés pouvaient l'identifier instantanément et savaient qu'il fallait se mettre à couvert immédiatement. Harrison dégagea les sacs de sable avec soin, vérifiant les pièges avant de soulever l'arme. Elle était plus lourde que la Browning américaine de calibre 7,62 mm, environ 11 kg avec le bipied. Le canon pouvait être changé rapidement. Il remarqua un mécanisme de verrouillage simple sur le côté droit. Un design astucieux pour une arme qui surchaufferait vite à un tel rythme de tir cyclique. Il trouva 3 ceintures de munitions à proximité, chacune contenant 50 cartouches de 7,92 mm Mauser. L'arme était fonctionnelle, bien huilée et propre. Harrison avait une compréhension plus profonde des armes que les autres soldats grâce à son expertise d'armurier. Les yeux bandés, il pouvait démonter n'importe quelle arme américaine sur le terrain. Il connaissait les principes fondamentaux du fonctionnement au gaz, des systèmes à blowback et à recul. Il savait que de fortes forces de recul correspondaient à des cadences de tir élevées. Même montée sur un trépied, la Browning de calibre 7,62 mm avait un recul important et pouvait tirer entre 450 et 600 coups par minute. Cette arme allemande doublait ce rythme. Le recul devrait être douloureux, peut-être incontrôlable. 20 minutes plus tard, Harrison nettoya l'arme, s'assura qu'elle fonctionnait et chargea une nouvelle ceinture. Le tir d'essai fut approuvé par le capitaine Robert Mitchell, son commandant de compagnie. Le renseignement voulait déterminer si les forces américaines pouvaient utiliser des armes allemandes capturées. Après s'être installé derrière l'arme et avoir ajusté les jambes du bipied, Harrison repéra un half-track allemand détruit à environ 180 mètres. Il appuya sur la détente. L'arme s'anima avec un rugissement que Harrison n'avait jamais entendu auparavant, pas le martèlement régulier d'une Browning. On aurait dit un tissu épais déchiré à toute vitesse, un bruit de déchirure constant. Les douilles usées jaillissaient en un flot doré, et le carénage du canon vibrait. Des dizaines de cartouches atteignirent la cible en moins de 2 secondes, déchiquetant les panneaux restants du half-track. Harrison prit alors une initiative qui serait rapportée à la hiérarchie. Elle fut ensuite discutée dans les rapports d'après-action et influença le développement des armes américaines pendant des décennies. Il rit d'une pure incrédulité, pas de joie ni d'excitation. L'arme avait un recul similaire à celui d'un fusil automatique Browning, alors qu'elle aurait dû ruer comme une mule, dévier de la cible et punir le tireur. En réalité, même moins. Le bipied bougea à peine. L'épaule absorba facilement la puissance. Pendant toute la rafale, l'arme resta sur la cible. Son rythme cyclique élevé, qui aurait dû la rendre ingérable, la rendait en fait plus fluide. Les impulsions de recul séparées se combinaient en une poussée stable et contrôlable. De derrière, le capitaine Mitchell vit les épaules de Harrison trembler de rire tandis qu'il appuyait sur la détente. Il demanda : « Qu'est-ce qui est drôle, sergent ? » « Mon capitaine, » répondit Harrison en se tournant avec stupeur et irritation. «
Les Allemands ont créé une mitrailleuse qui a moitié moins de recul et tire 2 fois plus vite que la nôtre. Pendant 20 ans, nous avons fait ça de travers. La réalisation par un armurier des conséquences d'une ingénierie supérieure marqua le début d'un processus qui révolutionnerait le développement des armes d'infanterie aux États-Unis. L'histoire commence avec la MG-34, la prédécesseur de la MG-42. Lorsqu'Hitler prit le pouvoir en 1933, l'armée allemande était limitée par les termes du traité de Versailles. Adoptée en 1934, la MG-34 était révolutionnaire mais avait un grave défaut. Elle était trop raffinée. L'arme requérait 150 heures de travail et des machinistes experts pour sa fabrication, usinée avec une précision d'horloger. Alors que l'Allemagne se préparait à la guerre, les stratèges militaires réalisèrent qu'ils ne pourraient en produire assez avant tout futur conflit. Le docteur-ingénieur Heinrich Fulmé des usines Moser trouva la solution. Leur tâche était simple en théorie mais impossible en pratique. Créer une mitrailleuse équivalente à la MG-34 que des ouvriers semi-qualifiés pourraient produire en masse en utilisant le soudage et l'emboutissage plutôt que l'usinage précis. Le design innovant de Wülmer résulta d'une pensée révolutionnaire. Au lieu d'usiner les pièces avec des tolérances serrées, les concevoir avec assez de jeu pour que la perfection ne soit pas requise. Créer des systèmes basiques que n'importe qui peut assembler plutôt que des mécanismes complexes. Utiliser les fortes forces de recul du tir rapide pour faire fonctionner l'arme plus efficacement plutôt que de les combattre. En conséquence, la MG-42 fut approuvée en 1942. Le récepteur de l'arme était embouti plutôt qu'usiné. Le mécanisme de culasse fut changé en un verrou rotatif plus simple et plus rapide. Le mécanisme de blowback retardé par rouleaux utilisé dans le système de recul était extrêmement fluide et auto-régulé. Le temps de production fut drastiquement réduit à 75 heures. Le prix chuta à 60 Reichsmark. Une meilleure arme prenait moitié moins de temps à fabriquer et coûtait 60% moins cher que sa prédécesseur. Sur le front de l'Est, les premières MG-42 arrivèrent au bataillon de première ligne fin 1942. Elles entrèrent en contact avec les forces soviétiques lors des combats près de Stalingrad. Les soldats de l'armée rouge rapportèrent d'abord une nouvelle arme allemande d'une létalité inédite. Une seule arme dans la bonne position pouvait contrôler tout un secteur. Quiconque piégé à découvert périssait à cause du rythme de tir intense. Les tactiques d'infanterie soviétique reposant sur des assauts massifs devinrent suicidaires face aux positions d'équipe MG-42. En 1943, les États-Unis eurent leur premier contact en Afrique du Nord. Lors de la bataille du col de Kasserine en février, les troupes de l'Afrika Korps prouvèrent son efficacité. Les forces américaines, engagées dans leur premier grand combat contre des troupes allemandes aguerries, furent dévastées. Dans son rapport du 20 février 1943, le lieutenant-colonel John Water déclara « Le tir de mitrailleuse ennemie démontre un rythme et un volume dépassant toute arme dans l'inventaire américain. » Recommander une étude immédiate d'exemples capturés. Lors de la campagne finale en Tunisie en mars 1943, des MG-42 intacts furent capturés, et les armes envoyées au terrain d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland, pour évaluation. Une seule arme semble capable de couvrir un frontage nécessitant 3 de nos armes de calibre 7,62 mm. La MG-42 allemande présente une supériorité mécanique et tactique sur les mitrailleuses américaines dans les domaines suivants: cadence de tir, 1200 coups par minute contre 450 coups par minute pour la Browning de calibre 7,62 mm, temps de changement de canon, 6 secondes contre 6 minutes pour la Browning de calibre 7,62 mm. L'équipe de test, dirigée par le colonel René Stadler, mena une analyse approfondie. Leurs résultats étaient stupéfiants. Poids de 11 kg contre 14 kg pour une Browning de calibre 7,62 mm avec trépied, fiabilité supérieure dans des conditions difficiles grâce à des tolérances lâches et un mécanisme simple, analyse technique du système de recul. La MG-42 réduit le recul ressenti en combinant un avantage mécanique et une cadence cyclique élevée. À la mi-1943, chaque unité américaine majeure dans les zones de combat avait rencontré la MG-42.
La philosophie de conception de l'arme représente une avancée significative sur les systèmes américains à recul. L'action de blowback retardée par rouleau étale l'impulsion de recul sur une période plus longue, et le haut rythme de tir crée de nombreuses petites impulsions plutôt que moins de grandes, résultant en un fonctionnement plus fluide. Comme l'expliqua le soldat de première classe Harold Baumgarten, qui débarqua sur la plage d'Omaha le jour J, le son n'était pas comme ce pourquoi nous avions été entraînés. Pas le martèlement lent des mitrailleuses dans les films d'entraînement, mais un rugissement continu comme un moteur d'avion. Cela devint l'un des aspects les plus dévastateurs psychologiquement du combat. Les balles arrivaient avec une telle densité que si une partie du corps était exposée, on était touché plusieurs fois instantanément. Les avantages tactiques allaient au-delà du simple rythme de tir. Le canon à changement rapide était révolutionnaire. La doctrine allemande prévoyait des changements de canon tous les 250 coups. On n'entendait pas de tirs individuels, juste ce bruit de déchirure soutenue, et on voyait les hommes se désintégrer simplement. En pratique, les mitrailleurs américains tiraient jusqu'à ce que les canons lâchent, puis l'arme était mise hors service pour réparation en dépôt. Les défenseurs allemands démontrèrent cette capacité avec un effet dévastateur lors des combats de la tête de pont d'Anzio de janvier à mai 1944. Une équipe entraînée pouvait changer de canon en moins de 10 secondes, alors que la Browning de calibre 7,62 mm requérait un démontage complet de l'arme pour changer le canon, prenant au moins 6 minutes. L'équipe alternait les canons, gardant un ou deux au frais pendant qu'elle tirait avec un autre, et dans un engagement enregistré, une seule position de mitrailleuse allemande tira plus de 6000 coups en 4 heures, sans jamais s'arrêter, taillant en pièces les unités américaines essayant d'avancer en terrain découvert. Cette seule position MG-42 causa plus de 100 victimes et arrêta l'avance d'un bataillon entier. Continuons avec la façon dont les forces américaines tentèrent de contrer cet avantage allemand. À la fin de 1944, les forces américaines avaient capturé des centaines de MG-42. Si cette incroyable histoire d'ingénierie vous impressionne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Nous révélons les batailles techniques invisibles qui ont déterminé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Malgré une politique décourageant l'usage d'armes ennemies, des MG-42 furent utilisés par diverses unités américaines, y compris les Rangers, les forces aéroportées, et même des unités d'infanterie régulières. Parfois, des unités d'infanterie ordinaires montaient des MG-42 capturés sur des véhicules ou les utilisaient pour la défense de base. Les mitrailleuses américaines différaient drastiquement de la Browning M1917A1 de calibre 7,62 mm. Elles tiraient 450 à 600 coups par minute, moins de la moitié du rythme de la MG-42. Elle pesait 19 kg montée sur trépied contre 11 kg sur bipied. Elle nécessitait un équipage de 3 personnes, alors que l'arme allemande n'en requérait que 2, et elle était refroidie à eau, ce qui ajoutait du poids et nécessitait de l'eau. L'arme automatique de section américaine standard était le fusil automatique Browning, ou BAR, qui tirait 550 coups par minute, moins de la moitié du rythme allemand, ne contenait que 20 cartouches contre la capacité de alimentation par ceinture de la MG-42, et était refroidi par air, plus léger et plus simple que la MG-42. Plus important encore, le BAR était incapable de maintenir un tir soutenu. Lorsque l'arme tirait, la pression de recul poussait la tête de culasse vers l'arrière, forçant les rouleaux positionnés dans la tête de culasse vers l'extérieur contre des surfaces inclinées dans le récepteur, et l'action de blowback retardée par rouleau était d'une simplicité brillante. L'arme manquait de capacité de changement rapide de canon, et le canon surchauffait après 2 ou 3 chargeurs. À mesure que la culasse reculait, les rouleaux roulaient le long de la surface du récepteur, fournissant une résistance continue au lieu des arrêts et départs soudains d'autres designs. Ce mouvement vers l'extérieur créait un désavantage mécanique, retardant l'ouverture de la culasse. Le retard était précisément calculé, durant assez longtemps pour que la pression dans la chambre tombe à des niveaux sûrs. Lorsqu'Harrison tira avec la MG-42 et sentit cette poussée fluide et soutenue plutôt que des impacts secs, il vivait des années de raffinement en ingénierie allemande. Le rythme cyclique élevé améliorait en fait le recul en convertissant des impulsions discrètes en pression continue.
Cet étalement de la force de recul dans le temps et la distance réduisait drastiquement les forces de pique. Cette différence de fiabilité devint cruciale lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944-janvier 1945, quand les températures chutèrent en dessous de 18 degrés Celsius et que les armes américaines s'arrêtaient plus souvent à cause de lubrifiants gelés. Malgré cela, la MG42, avec ses tolérances lâches, continuait à fonctionner. Le soldat Robert Williams, de la 1re division d'infanterie, survécut au combat des Ardennes et raconta l'expérience. C'était terrifiant d'être surarmé parce que leurs armes fonctionnaient mieux dans ces conditions, et la doctrine tactique allemande maximisait l'effet psychologique. Nos BAR gelaient tout le temps, et les calibres 7,62 n'étaient pas beaucoup mieux. Pendant ce temps, les Allemands pouvaient tirer sans arrêt, on entendait ce bruit de scie circulaire et on savait qu'on ne pouvait pas riposter efficacement. Les études sur les pertes américaines révélèrent des pertes disproportionnées parmi les officiers subalternes et les sous-officiers supérieurs. Les mitrailleurs étaient entraînés à cibler les officiers et les sous-officiers, décapitant le commandement américain, à balayer lentement le feu sur les zones cibles, et à tirer en longues rafales de 6 à 8 secondes, maintenant le rugissement soutenu qui démoralisait les ennemis. Pour contrer la menace de la MG42, la doctrine tactique américaine changea. L'entraînement d'infanterie se concentra sur le fait de se jeter au sol immédiatement, d'identifier la position de l'arme, d'appeler un tir de soutien, d'encercler la position sous un feu de couverture, et de ne jamais tenter un assaut frontal. Ces stratégies étaient efficaces mais coûteuses en termes de discipline et de pertes, et les unités novices paniquaient souvent. Après son tir d'essai de juillet 1944, le sergent technique Harrison devint un expert officieux de la MG42, souvent appelé pour examiner des exemples capturés et instruire les soldats sur leur fonctionnement. Son analyse approfondie, rédigée en août 1944 et envoyée au département des munitions, expliquait clairement pourquoi l'arme allemande était supérieure, même si des unités expérimentées subissaient de lourdes pertes pour supprimer des positions MG42. Le rapport de Harrison atteignit le département des munitions, mais rien ne changea immédiatement. La MG42 représente une remise en question complète de la philosophie de conception des mitrailleuses. L'arme allemande priorise l'efficacité pratique et l'utilité sur le champ de bataille, tandis que l'arme américaine priorise la précision et la précision mécanique. Cette différence est fondamentale et décisive. Afin de développer de nouvelles armes d'infanterie incorporant les leçons tirées du combat, le département des munitions lança le programme de fusils légers en novembre 1944. Le développement d'armes prenait des années, et les forces américaines termineraient la guerre avec les armes qu'elles avaient déjà. L'accumulation d'expériences de combat incita l'intérêt officiel de l'armée pour créer un équivalent américain. En particulier, la MG42 fut citée comme source d'inspiration. Entre 1942 et 1945, l'Allemagne produisit environ 750 000 MG42, un exploit pour un pays sous bombardement stratégique avec une infrastructure en ruine et une pénurie de matières premières. Le design de production de masse de l'arme permit sa construction même alors que la capacité industrielle allemande était détruite. Les composants pouvaient être produits dans de petits ateliers utilisant des équipements d'emboutissage, créant une arme qui inonda les forces allemandes même quand d'autres équipements devenaient rares. Les Alliés reconnurent la valeur des MG42 capturés, et l'armée américaine en garda plusieurs milliers pour des tests et des entraînements. Ne manquez pas d'autres récits incroyables d'innovation en temps de guerre. L'armée française utilisa des MG42 capturés comme mitrailleuses standards jusqu'aux années 1950, la Tchécoslovaquie continua de produire des copies presque identiques, la Yougoslavie en produisit jusqu'aux années 1960, et les Suisses adoptèrent le design et le licencièrent sous le nom de MG51. Examinons maintenant comment cette arme allemande influença des décennies de développement d'armes à feu. L'impact sur le développement des armes américaines fut significatif, car le programme de fusils légers aboutit finalement à l'adoption en 1957 de la mitrailleuse M60, qui incluait de nombreuses caractéristiques directement inspirées de la MG42. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur l'icône de cloche pour voir chaque vidéo. La mitrailleuse M240, qui remplaça la M60 dans les années 1970, alla encore plus loin.
C'était une mitrailleuse polyvalente utilisable en rôle léger ou moyen, alimentée par ceinture, avec un canon à changement rapide, pesant 10 kg, comparable à l'arme allemande, et avec une cadence cyclique de 550 coups par minute, supérieure à l'ancienne Browning. Son système de changement de canon était presque identique au design allemand, et la philosophie globale de l'arme priorisant le tir soutenu et la fiabilité sur la précision venait directement de l'étude de la MG42. Bien qu'elles fonctionnent sur des systèmes différents, les mitrailleuses américaines modernes sont les descendantes spirituelles de la MG42. La MG42 avait établi le standard contre lequel toutes les mitrailleuses ultérieures seraient évaluées, et dans les années 1960, les exigences techniques qui semblaient inaccessibles aux observateurs américains en 1944 étaient devenues des attentes standards. Des cadences cycliques de 1000 coups par minute ou plus étaient courantes, des changements de canon en moins de 30 secondes étaient obligatoires, et la fiabilité dans des conditions difficiles était attendue. Au-delà des détails techniques, l'arme eut un impact culturel, les vétérans qui l'avaient entendue n'oubliaient jamais le son, elle devint un symbole de la prouesse militaire allemande et une illustration de comment une ingénierie supérieure pouvait contrer un désavantage numérique. Les analyses d'après-guerre identifièrent à plusieurs reprises la MG42 comme essentielle à l'efficacité défensive allemande. La plupart des armées adoptèrent l'idée allemande de former l'escouade d'infanterie autour de la mitrailleuse, et la doctrine américaine, qui traitait auparavant le BAR comme un soutien, changea pour souligner la M60 comme arme principale. Une équipe de mitrailleuses bien positionnées pouvait tenir un frontage qui requérait un peloton entier avec des armes américaines. Cette innovation allemande se reflète dans les tactiques d'infanterie modernes du monde entier, la mitrailleuse est l'arme principale, le mitrailleur est protégé par les fusiliers, le mouvement de l'escouade est dicté par les considérations de la mitrailleuse, les principes d'ingénierie influencèrent des designs bien au-delà des mitrailleuses, et l'étude des tactiques allemandes et de l'efficacité de la MG42 mena directement à cela. Le fusil allemand G3 et le fusil espagnol 7 adoptèrent l'action de blowback retardé par rouleau. L'impact de la MG42 fut documenté par l'historien Max Hastings. Le soviétique AK-47 utilisa un emboutissage étendu et l'accent de la MG42 sur la fiabilité plutôt que la précision influença le design des fusils globalement. Le général allemand Friedrich von Mellenthin expliqua la signification tactique de la mitrailleuse allemande, probablement la meilleure arme d'infanterie de la guerre. Sa fiabilité et sa cadence de tir rendirent les positions défensives allemandes efficaces bien au-delà de leurs effectifs, et les soldats américains qui les capturèrent les préféraient souvent à leurs propres armes, le témoignage ultime d'un design supérieur. Les tactiques défensives allemandes reposaient heavily sur la MG42, une mitrailleuse redoutable avec une cadence de tir exceptionnellement élevée qui, bien positionnée et munie de munitions, pouvait arrêter des attaques de la taille d'un bataillon. Le général américain Omar Bradley reconnut l'efficacité de la MG42. Les MG42 capturés que les soldats américains utilisèrent officieusement devinrent des trophées de guerre après la capitulation de l'Allemagne, et beaucoup se trouvent encore dans des musées et des collections aujourd'hui, preuve tangible de l'excellence de l'ingénierie allemande et de la reconnaissance de cette excellence par les soldats américains. Nos soldats l'affrontèrent bravement, mais j'ai toujours souhaité que nous ayons quelque chose de similaire. 75 ans plus tard, l'arme dont le sergent technique Harrison rit en juillet 1944 devint le modèle de toutes les mitrailleuses modernes. Le rire de Harrison était la réalisation d'une réalité profonde, l'Allemagne avait développé une arme pour tuer efficacement, tandis que l'Amérique avait développé des armes selon des spécifications et des réglementations. Son rapport, transmis dans la chaîne de commandement, fut l'un des milliers qui firent des arguments similaires, et ensemble ils changèrent la pensée militaire américaine sur les armes légères. Cependant, ce changement vint trop tard pour la Seconde Guerre mondiale, et les soldats américains terminèrent le conflit avec des armes inférieures à la mitrailleuse de leur ennemi. La différence était claire et décisive pour quiconque avait tiré avec les deux. L'histoire de la MG42 tourne finalement autour de l'innovation, de la prouesse en ingénierie et de l'écart entre les spécifications théoriques et l'efficacité réelle. Les ingénieurs allemands produisirent une arme supérieure aux attentes de tous, et les soldats américains qui la rencontrèrent au combat réalisèrent sa supériorité immédiatement.
La cadence cyclique élevée qui aurait dû produire un recul incontrôlable produisit au contraire de la fluidité, et le mécanisme simple qui aurait dû être peu fiable fut au contraire incroyablement fiable. Cette réalisation, multipliée par des centaines de milliers d'expériences de combat, révolutionna finalement le développement des armes américaines. La MG42 était une mitrailleuse conçue par des gens qui comprenaient que les spécifications importent moins que les résultats, que la précision importe moins que la fiabilité, et que la théorie importe moins que la pratique. Le sergent technique William Harrison, riant derrière une MG42 ce jour de juillet 1944, comprit instinctivement tout cela. La construction emboutit bon marché qui aurait dû produire des armes inférieures produisit au contraire des supérieures. Toutes les suppositions étaient erronées. Son rire était le son de cette réalisation, le son de réaliser que parfois l'ennemi vous enseigne plus que votre propre camp, le son de réaliser que la meilleure façon d'honorer un ennemi tombé est d'apprendre de ses accomplissements. L'arme qui aurait dû le punir se révéla fluide, et l'ennemi qui aurait dû être inférieur se révéla supérieur. Les forces américaines apprirent cette leçon plus efficacement de la MG42 que de n'importe quelle salle de classe.